ladies and gentlemen, it's now our greatest honor to welcome a political figure who is, perhaps, most in tune with the heartbeat of French democracy. And she is fiercely committed to women's equality and social justice. Our guest is the President of the French National Assembly, the legislative body of our parliament here in Paris. And please note that her remarks will be in French. Ladies and gentlemen, please give a very warm welcome to Miss Yaël Braun-Pivet. Welcome, Yaël. Thank you so much. The stage is yours. Bonjour à tous. Madame la directrice générale du Women's Forum, mesdames et messieurs les dirigeants et dirigeantes d'entreprises, mesdames et messieurs. Un conciliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant être mangé en dernier, disait Winston Churchill avec beaucoup d'humour, mais aussi un peu de mauvaise foi. Car celui qu'on surnommait le vieux lion a passé une grande partie de sa carrière politique à négocier, concilier et forger des compromis. De ce côté-ci de la Manche, en France, cette idée de réconciliation n'échappe pas non plus au scepticisme ambiant. Réconciliation. Voici un mot suspect dans un pays qui préfère la révolution à la réforme et la confrontation au compromis. Et pourtant, je crois qu'en ces temps troublés, nous avons bien besoin de réconciliation en France. Car réconcilier, ce n'est pas taire les différences ou nier les divergences. Réconcilier, c'est construire des ponts, là où certains s'entêtent à ériger des murs. C'est trouver l'unité dans la diversité, pour reprendre la devise européenne. Mais je sais ce que vous pensez tous en ce moment. Vous vous dites, dans le paysage politique actuel en France, et avec cette Assemblée nationale si fragmentée, réconciliation doit rimer surtout avec illusion. Comment croire en effet à la réconciliation quand l'Assemblée est polarisée en 3 blocs que l'on dit irréconciliables? Quand les sociologues décrivent la France comme un archipel? Eh bien, moi j'y crois. Je suis une optimiste, assumée, et j'affirme que la réconciliation est non seulement nécessaire, mais elle est possible. On nous prédit une assemblée ingouvernable. On nous prédit le chaos permanent. On nous prédit le désordre démocratique. Alors, à tous ces oiseaux de malheur, je conseillerais de relire Pierre Dac. Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Cette assemblée que l'on dit irréconciliable, elle va vous surprendre. Elle est en ce moment au travail, et nos institutions vont en étonner plus d'un par leur stabilité et par leur efficacité. Les groupes politiques ne sont pas d'accord entre eux, c'est vrai. Mais ne confondons pas désaccord et dysfonctionnement. À l'Assemblée, les divergences font partie du débat et elles font partie du jeu démocratique. Après tout, cet hémicycle est à l'image des Français. Ils ne sont pas d'accord sur tout, et c'est un euphémisme. Et pourtant, ils savent se rassembler autour des grands moments d'unité, vous l'avez évoqué, lors des derniers Jeux olympiques et paralympiques de Paris. À l'Assemblée nationale aussi, l'unité est possible. Et même l'unanimité. Et je veux vous donner des exemples concrets. Ce mois-ci, les 2 premiers textes qui ont été votés à l'Assemblée nationale pour cette législature ont été des textes votés à l'unanimité des groupes politiques. Nous avons souhaité relancer nos travaux sur la protection de l'enfance et sur les violences sexuelles dans le cinéma. De tels votes sont loin d'être une exception.
Ces 2 dernières années, dans une assemblée aussi morcelée que j'ai eu la chance de présider, des dizaines de textes, 39 pour être exact, ont été votés à l'unanimité, comme des textes sur les retraites agricoles, sur la lutte contre la fraude fiscale ou encore sur la haine en ligne. Plusieurs de ces textes étaient transpartisans, c'est-à-dire qu'ils étaient portés dès l'origine par des membres de la majorité et de l'opposition. Ces initiatives, je les ai voulues. On s'est un peu moqué de moi au début. Je les ai créées, je les ai encouragées, car c'est mon rôle. C'est mon rôle comme présidente de l'Assemblée nationale de faire émerger ce consensus, là où il y a du dissensus, de négocier inlassablement avec les groupes politiques pour leur démontrer que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Pour ma part, je suis fière d'être une conciliatrice, fière de prouver que lorsque l'intérêt général prime, la réconciliation devient une réalité. Et c'est là toute la richesse de la démocratie parlementaire. Nous l'avions oublié, mais nos démocraties peuvent bien fonctionner sans majorité absolue, comme entre 1958 et 1962, et comme chez presque tous nos voisins européens. Et il faudra bien se faire à cette nouvelle donne. Car je crois profondément que la majorité absolue ne sera plus la règle, mais l'exception. Et après tout, est-ce si grave? Dans une démocratie, il est sain que les résultats des votes évoluent en fonction du débat. Débattre. Voilà bien un verbe avec lequel nous devrions nous réconcilier. Car débattre signifie cesser de se battre. C'est apprendre à s'écouter plutôt que de s'affronter. C'est accepter l'échange, s'astreindre au dialogue. Et qu'est-ce que le Parlement, sinon le lieu où l'on parle, l'espace où se forgent les compromis pour l'intérêt général, et en particulier pour la cause des femmes. Car parmi les textes transpartisans que j'ai évoqués, nombre d'entre eux portaient sur les droits des femmes, pour mieux soutenir les violences conjugales, pour accompagner celles qui subissent des fausses couches, une réalité qui touche une grossesse sur 4. Ces 2 propositions de loi ont été adoptées, elles aussi, à l'unanimité. Je me souviens également d'un grand moment rassembleur au Congrès de Versailles, en mars dernier, quand la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse a été inscrite dans notre Constitution, à une très large majorité, 780 votes pour, 72 votes contre. C'est bien la preuve que pour réconcilier les Français, il existe un vecteur d'union souvent sous-estimé, l'égalité entre les femmes et les hommes qui nous rassemble aujourd'hui. Mais je me souviens aussi d'un autre moment de ce congrès, lorsque je m'apprêtais à devenir la première femme à jamais avoir présidé un congrès. J'ai remonté une allée de bustes à Versailles, et ces bustes étaient exclusivement masculins. Comme cet exemple le montre, comme 1000 autres pourraient le montrer, il reste tant de chemin à parcourir pour que l'égalité ne soit pas seulement de façade, mais une réalité de tous les jours. Nous voulons l'égalité? Nous voulons réconcilier les Françaises avec la politique? Alors très bien, agissons. Agissons vraiment pour que les femmes soient payées autant que les hommes, à postes et qualifications égaux. Qu'elles ne subissent pas, comme trop souvent, des temps partiels qui les amènent à être payées 24% de moins que les hommes. Continuons aussi à changer les mentalités pour que les femmes n'aient plus à arbitrer entre carrière et parentalité. Car comme l'a prouvé la prix Nobel d'économie Claudia Goldin, l'écart salarial grimpe dès le premier enfant. La solution, nous dit-elle, c'est d'inciter les hommes à davantage prendre un congé parental et de mieux partager les tâches domestiques dans le couple. Appliquons enfin pleinement la loi pour que plus de femmes soient nommées dans les conseils d'administration et pour que la parité dans les conseils municipaux s'applique aussi aux petites communes.
Il ne s'agit pas de chiffres, il ne s'agit pas que de quotas, il s'agit tout simplement de justice. Car cette même justice que réclamait une grande dame qui avait participé au premier Women's Forum en 2005, cette dame s'appelait Simone Veil et je voudrais la citer. « Les chances pour les femmes procèdent trop du hasard et pas assez de la loi. Pendant que l'on fait des rondes jambes sur la parité, je suis bien obligée de constater qu'il n'y a plus que 2 femmes sur 9 membres du Conseil constitutionnel. 20 ans après, il y a 3 femmes qui siègent au Conseil constitutionnel. Il n'a toujours pas été présidé par une femme. Vous voyez, c'est à peine mieux. Et donc le travail qui nous reste à accomplir est immense dans toutes nos institutions. Il a fallu attendre 233 ans et mon élection au perchoir pour qu'une femme soit enfin présidente de l'Assemblée nationale. Et il n'y a pas encore eu de femme secrétaire générale des Nations Unies ou de femme gouverneure générale de la Banque de France. Et il n'y a jamais eu de femme à la Maison-Blanche. Je terminerai en évoquant un domaine crucial dont il sera largement question dans vos discussions, la diplomatie, cet art de la conciliation par la négociation. Sur ce sujet, il existe un paradoxe saisissant. Selon l'ONU, la participation des femmes au processus de paix augmente de 35% les chances qu'un accord tienne plus de 15 ans. Mais un seul négociateur diplomatique sur 10 est une femme. Un seul. Le 8 mars dernier, j'ai voulu montrer qu'une autre voie était possible, celle d'une diplomatie féministe, en réunissant 24 de mes homologues présidentes d'Assemblée nationale. 24 présidentes d'horizons et de sensibilités politiques différentes, venant des 5 continents, qui ont concilié leurs divergences autour d'une grande cause, la cause des femmes. À cet égard, je voudrais qu'ensemble, nous ayons une pensée pour ces femmes qui aujourd'hui sont emmurées vivantes, en Afghanistan, en Iran, qui n'ont plus le droit de parler, qui n'ont plus le droit de chanter, qui n'ont plus le droit de travailler, qu'on oblige à se dissimuler. Nous devons être leur visage, nous devons être leur voix. Soyons avec elles parce qu'elles ont besoin de nous. Ne les oublions pas, comme tant d'autres voudraient qu'on les oublie. Et donc, en ces temps troublés, je suis venue avec un message simple. Ayez confiance. Ne doutez jamais de la capacité des Français à se réconcilier avec eux-mêmes et avec la politique. Mais cette réconciliation ne se décrétera pas. Elle se méritera en répondant aux attentes concrètes de nos concitoyens, en se frottant à leur quotidien, en leur montrant que la politique peut changer leur vie. Notre histoire en témoigne. Ceux qui croient à la réconciliation ne sont pas des utopistes, ce sont des réalistes qui croyaient en 1945 à la réconciliation franco-allemande, qui croyaient que les Français pourraient se réconcilier entre eux après la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, le 23 novembre 1945, le général de Gaulle formait un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qu'il décrivit devant les députés comme le symbole de cette conciliation entre les tendances majeures de l'opinion. Conciliation qui, maintes fois, assura, après de grandes épreuves, l'unité de la France et sans laquelle elle risquerait de sombrer. Alors ne doutons plus de nous-mêmes. La réconciliation n'est jamais impossible. Elle est parfois épineuse, souvent inattendue, mais toujours nécessaire. Je vous remercie. Many thanks, Yael Braun-Pivet, for your very powerful words. It takes a great deal of courage to be a politician these days, especially here in France, especially as a woman politician.
So thank you for not indulging in cynicism and for believing in reconciliation, for believing in hope, for believing in trust, for recalling the memory of Simone Veil, who's done so much here in France for women's rights, and for talking about those amazing women of Afghanistan and Iran who do need our support indeed. Thank you so much for being with us today. It was a real honor. Thank you.